Le 25 Cromwell Street à Gloucester est devenu l'une des adresses les plus célèbres de Grande-Bretagne. 20 ans durant, Fred et Rose West ont assouvi leur soif de sexe et de meurtre dans cette maison d'une horreur inimaginable. Quand la police commence à enquêter sur la disparition de leur fille, elle va directement frapper à leur porte. Et les enquêteurs vont peu à peu déterrer le passé criminel de Fred et Rose West. On n'avait jamais enquêté à une telle échelle. Les enfants étaient des jouets entre leurs mains. Ils étaient à leur disposition, des objets dont ils pouvaient user et abuser. À aucun moment, je n'ai douté que Frederick West soit un homme profondément mauvais. Mais il a trouvé en Rose la parfaite apprentie sorcière. Voici l'histoire de Fred et Rose West, devenus deux des tueurs les plus démoniaques au monde. Fred et Rose West sont l'un des couples les plus célèbres de l'histoire de Grande-Bretagne. 2 décennies durant, ils ont abusé sexuellement, torturé et assassiné 9 femmes, dont leur propre fille, dans leur maison de l'horreur. On compte également 3 autres victimes, enterrées dans le Gloucestershire. Quand la nouvelle se répand en février 1994, les médias ne font d'abord qu'effleurer la surface de la vie d'horreur du couple, derrière les portes closes du 25 Cromwell Street. Après 5 jours et 5 nuits d'excavation, les équipes d'experts ont déterré les restes de 3 corps humains, enterrés en divers points, à 1,50 m de profondeur dans le jardin de cette maison de Gloucester. Quelle horreur de penser qu'il y a des cadavres enterrés dans un jardin, en face de chez nous. C'est vraiment écœurant. C'est une pensée atroce. On est sous le choc, surtout que ça se passe chez nous. On ne s'attendait pas à ça. Pourtant, l'histoire glaçante de Fred et Rose débute des années auparavant. En 1969, Fred West, 28 ans, est marié à sa femme Rina et a déjà une petite famille. Mais il lorgne sur une jeune fille de 15 ans, Rosemary Letts. Rose et sa famille viennent de s'installer dans le Gloucestershire et Fred vit depuis toujours dans le village de Muchmarkel. Fred était l'aîné de sa famille et il a subi beaucoup de mauvais traitements par sa mère. Sa mère l'a abusé sexuellement. C'est elle qui lui a fait perdre sa virginité. Cette famille était très renfermée sur elle-même. Rose a eu une enfance comparable à celle de Fred, à bien des égards. Complètement dysfonctionnelle, antisociale et très anormale. Elle a été violentée par son père, qui a commencé à la violer à un très jeune âge. Elle a appris à considérer comme normaux, comme acceptables, des comportements familiaux qui ne l'étaient absolument pas. Fred s'en tige de Rose et il est habitué à obtenir ce qu'il désire. Quand le couple se rencontre, l'attraction est immédiate. Rose vivait dans le village où Fred avait sa caravane. Ils se sont rencontrés à l'arrêt de bus de Cheltenham. Elle dit de lui qu'il était capable de séduire n'importe qui, malgré ses vêtements miteux et son hygiène dentaire douteuse. On parle de 2 individus très marqués par la vie. Tous 2 sont issus de familles anormales. Et je pense qu'à leur rencontre, ils se sont trouvés quelque chose de familier. Ils auraient dû se rendre compte que leur enfance sortait de l'ordinaire. Mais ensemble, ils retrouvaient une certaine proximité. Rose montrait peut-être ce côté sans le vouloir, mais quelque chose en Fred trouvait écho dans le passé de Rose, sa façon d'être et les abus que son père lui avait infligés. Leurs 2 âmes se sont rencontrées. Ça a été le cocktail parfait. Les chances que ces 2 individus se rencontrent étaient d'1 sur 1 million. Mais malheureusement, c'est arrivé. En 1970, 1 an à peine après leur rencontre, ils vivent déjà ensemble à Gloucestershire, avec Charmaine, la belle-fille de Fred. Sa femme Rina semble avoir disparu. Rose attend le premier enfant du couple, Heather. Au début de leur relation, Fred était certainement le membre dominant du couple. Il était plus âgé, plus expérimenté. Il avait vécu plus de choses que Rose, qui venait d'une famille très fermée. Mais à mesure que leur relation s'est développée, elle a commencé à se sentir plus forte et à gagner en confiance. Je ne pense pas que Fred, lui faisait vraiment confiance. Pour Rose et Fred, tout reposait sur le sexe. Depuis le tout début, Fred était l'instigateur,
Mais il a trouvé la parfaite apprentie sorcière, la partenaire parfaite. Quelqu'un qui partageait sa lubricité, qui le comprenait et voulait agir pour lui. La relation entre Fred et Rose est particulièrement difficile à cerner, parce que nous sommes des êtres doués d'émotions et de sentiments normaux. Nous avons une idée de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas dans nos relations. Mais je ne décrirai pas leur relation comme une relation amoureuse. L'enfance traumatique de Fred et Rose auront un effet tenace sur leur couple et leur vision biaisée de la vie de famille. Aujourd'hui encore, on a du mal à savoir combien d'enfants ont eu Fred et Rose. En comptant Charmaine, la fille de Fred, en plus des 8 autres qu'ils ont eus ensemble, ça fait 9. Mais il faut y ajouter les 3 enfants métis de Rose, dont Fred n'est pas le père. Je peux seulement affirmer qu'ils ont tous été profondément blessés, quasiment ruinés par leurs parents. Je pense que le fait que Rose ait été violentée par son père très jeune a tracé la voie qui sera celle de sa vie de couple. Elle a considéré comme normales des limites et des règles qui ne pouvaient pas fonctionner dans le monde réel. Son apprentissage au cours de ses premières années de vie l'a prédestinée à ne jamais pouvoir s'intégrer nulle part. D'une certaine façon, elles sont aussi devenues les règles familiales de Fred. Les traditions de la famille West. C'était évidemment parfaitement atroce, mais c'est ainsi que l'histoire de leur famille s'est construite. Et ça nous permet d'expliquer, en partie du moins, leur comportement. 2 décennies plus tard, en 1992, la police de Gloucestershire publie un avis de recherche pour Heather West. En 1987, âgée d'à peine 16 ans, la fille aînée de Fred et Rose a disparu du foyer familial. Fred prétend qu'Heather s'est enfuie, mais il ne signale jamais sa disparition. Quand la police reçoit des allégations de maltraitance sur enfants au 25 Cromwell Street, elle entame les recherches d'Heather. Le commissaire en chef, Tony Butler, est alors à la tête de la police du Gloucestershire. L'une des enfants a parlé de ce qui lui était arrivé à une camarade d'école. Et cet ami est allé raconter à un policier en patrouille ce qui arrivait à son ami. Cet agent a rapporté ces informations qui sont remontées au service de protection de l'enfance qui ont commencé à collecter des preuves. 5 des enfants des West sont placés en foyer et la police lance son enquête. Les West sont interrogés sur les aspects sombres de leur vie au 25 Cromwell Street. C'est en les interrogeant qu'ils ont appris l'existence d'une sorte de blague familiale qui était la suivante. Prends garde à toi, si tu ne la fermes pas et si tu continues à nous causer des soucis, tu finiras comme Heather, 2 verticales et 3 horizontales sous la terrasse. Fred avait aménagé une terrasse avec des dalles, un peu comme des mots croisés. La blague revenait à dire qu'ils avaient enterré Heather à cet emplacement. Cette réflexion, Heather est enterrée sous la terrasse, est revenue plusieurs fois et on a commencé à la prendre au sérieux. On savait que Heather avait disparu, qu'elle avait quitté la maison, alors on l'a cherchée. Mais malgré une grosse enquête pour la retrouver, elle semblait avoir disparu de la surface de la Terre. En février 1994, la police décide de vérifier si la blague familiale est un peu plus grave que les enfants ne le pensent. Ils obtiennent un mandat et commencent à creuser sous la terrasse du 25 Cromwell Street. Quand ils sont arrivés avec le mandat, Fred et Rose étaient chez eux. Ils sont tous allés dans le jardin et les agents ont commencé à creuser. Fred sent que les choses se compliquent et demande à être interrogé par la police. Fred a demandé à un agent s'il pouvait aller au commissariat et ils sont partis ensemble. Il a avoué que le corps d'Heather se trouvait bien dans le jardin, mais que la police cherchait au mauvais endroit. Ils sont revenus plus tard dans la journée et Fred leur a montré où il pensait qu'Heather était enterrée. Le lendemain, les agents ont creusé et ont retrouvé un fémur. Ils l'ont emmené pour analyse chez le légiste. Il a confirmé qu'il s'agissait d'un os humain. Il s'est avéré qu'il appartenait bien à Heather. Rose est au commissariat de Cheltenham quand elle et son interrogateur Léo Gotley reçoivent la nouvelle. Quand on a dit à Rose que des os d'Heather avaient été retrouvés, elle a sangloté très fort.
Ça l'a bouleversé. Comment interpréter ça? Était-ce le choc et la détresse d'une mère? Ou plutôt le désespoir d'une meurtrière que l'on vient de coincer? Sur le coup, j'ai cru au choc et à la détresse. Peut-être ignorait-elle l'ampleur des activités de Fred. Bien sûr, à ce stade, on ne parlait pas encore de meurtre en série, seulement d'Heather. Mais après ces fouilles, tout s'est enchaîné très rapidement. La police en découvre plus qu'elle n'espérait, sous la terrasse du 25 Cromwell Street. Quand ils ont trouvé des restes humains, ce n'était pas seulement 2 jambes, 2 fémurs, mais 3. L'agent qui interrogeait West lui a dit « À moins qu'Heather n'ait eu 3 jambes, il y a un autre corps. » « Oh oui, » a répondu Fred sans sourciller, sans hésiter. « Ça doit être l'autre fille, Shirley. » La police va bientôt déterrer tous les secrets que Fred et Rose West cachent au 25 Cromwell Street depuis plus de 20 ans. Des secrets qui vont choquer un pays tout entier. Fred dit aux agents qui l'interrogent que l'autre corps est celui de son ancienne maîtresse, Shirley Robinson, que personne n'a vue depuis 1978. À sa disparition, elle était enceinte de Fred. West apprend aussi à la police qu'ils vont retrouver un 3e corps dans le jardin, une amie de Shirley, selon lui. Tout au long de l'interrogatoire, il insiste sur un point. Sa femme Rose ignore tout de la présence de ces corps. La manière qu'a eu Fred de défendre l'innocence de Rose, de se charger de toute la responsabilité, prouve un certain transfert de pouvoir dans leur relation. C'était lui le dominant dans leurs premières années, mais c'est elle qui tirait les ficelles depuis un certain temps, et il ne lui faisait plus du tout confiance. Il avait très peur de ce dont elle était capable, et ça a complètement renversé le rapport de force dans leur relation. Ce type faisait froid dans le dos. Il essayait toujours de se faire aimer des gens d'une manière assez fausse. Il riait, prenait les choses avec légèreté, mais il n'était pas du tout convaincant. Et se rendait très vite compte s'il ne vous impressionnait pas. Alors il se repliait sur lui-même et je pouvais voir en lui une autre facette, un naturel plus mauvais. Il essayait certainement de manigancer quelque chose de vicieux, mais il a compris qu'il était certainement meilleur pour charmer les femmes que les hommes. Il était généralement capable, avec un petit sourire et un peu de baratin, de convaincre certaines jeunes femmes qu'elles étaient en sécurité à ses côtés. Pour ne rien arranger, le récit de Fred change sans arrêt. Il admet d'abord, puis renie les crimes et dit aux enquêteurs que toutes les morts ont été accidentelles. Il demande à être inculpé pour homicide involontaire et non pour meurtre. Les médecins légistes vont avoir du mal à le contredire. Quand un corps a été enterré pendant des années, il est très difficile de procéder à son examen médico-légal. Il ne reste plus de peau, plus de muscles, plus d'organes, tous les éléments sur lesquels on pourrait repérer une maladie ou une blessure. Il faut vraiment faire des hypothèses par défaut, et ça complique beaucoup la tâche du pathologiste. Il est difficile de déterminer la cause de la mort de ses victimes, ainsi que d'identifier la 3e victime enterrée sous la terrasse. Près de 10 000 femmes sont portées disparues à l'époque. L'examen des dossiers dentaires permet aux experts de déterminer que la 3e victime est Alison Chambers, qui n'avait que 16 ans lors de sa disparition en 1979. Elle ne pouvait donc pas être une amie de Shirley Robinson, comme Fred l'avait suggéré. Les marques retrouvées sur son corps prouvent avec certitude qu'elle a été torturée. Le comportement humain dépend plus de la psychologie que de la pathologie. Mais ici, les signes de torture et de violence sexuelle étaient assez clairs. Quand un pathologiste fait de telles découvertes, ça éloigne forcément le suspect d'un homicide involontaire. Et ça le rapproche des actes de cruauté. C'est la preuve que West n'a pas tué ces jeunes femmes par accident. Il les a torturées, violées et tuées intentionnellement. Mais Fred a-t-il agi sans que Rose ne soit au courant? La police n'est pas convaincue. Le plus important, bien sûr, c'est que ces corps ont été retrouvés au domicile qu'elle partageait avec Fred.
Il est totalement impensable qu'elle n'en ait pas eu connaissance. Leur maison était vraiment minuscule. Il aurait été impossible d'y faire loger une femme ou une jeune femme sans que tous les autres occupants ne s'en rendent compte. Peu importe qu'elles aient été bâillonnées ou qu'on ait pu les enfermer dans la cave, ça se serait su. Il aurait été impossible de ne pas le savoir. La police recherche dans le fichier des personnes disparues pour y trouver d'autres victimes potentielles. Mais 10 000 femmes sont portées disparues dans le pays et la tâche est dantesque. On recherchait les enfants placés dans des familles d'accueil pour s'assurer qu'ils allaient bien. Nos équipes d'experts analysaient des quantités énormes d'indices. On n'avait jamais enquêté à une telle échelle. 2 profils sortent du lot. Lucy Partington, étudiante de 21 ans, aperçue pour la dernière fois un arrêt de bus de Gloucester en 1973. Et Linda Goff, 19 ans, disparue la même année. Dernière adresse connue, le 25 Cromwell Street. Fred et Rose avaient adopté une espèce de mode opératoire. Ils repéraient des jeunes femmes en fuite, qui avaient fugué d'un foyer, d'une famille d'accueil ou de chez leurs parents. Elles étaient vulnérables. Ils les accueillaient chez eux. Assez régulièrement, Fred et Rose faisaient le tour des arrêts de bus pour trouver des jeunes femmes qui avaient l'air un peu perdues. Ils choisissaient toujours des filles qui se trouvaient en position de vulnérabilité. Le fait qu'ils agissaient en couple les aidait certainement à tromper leurs victimes. Les femmes qu'ils prenaient pour cible faisaient plus facilement confiance à un couple. Quand ils ramassaient une autostoppeuse, la présence d'une femme l'aidait à se sentir en sécurité. Rose savait comment parler aux filles pour les attirer. Les victimes racontent qu'elle leur parlait d'une voix douce et agréable. Et c'est certainement quelque chose qu'elle avait appris. Linda Goff n'a jamais été officiellement portée disparue. Mais sa famille l'a recherchée à l'époque de sa disparition. La mère de Linda Goff était venue frapper à la porte des West et Rose lui avait ouvert. Elle lui a demandé si elle savait où se trouvait Linda. On lui a répondu qu'elle avait dû partir pour Weston-super-Mare. Mais elle avait été très étonnée de voir que Rose portait les pantoufles de Linda et qu'il y avait des vêtements de Linda étendus sur la corde à linge. La mère de Linda croit Rose lorsqu'elle lui dit que sa fille a quitté Cromwell Street. Mais la presse commence petit à petit à dévoiler l'ampleur de l'affaire. Et d'autres femmes ayant croisé la route des West se manifestent. La police fait une percée quand Caroline Roberts les contacte pour leur proposer son aide dans l'enquête. Elle en a entendu parler aux informations et révèle à la police avoir été violée par Fred et Rose en 1972. Elle les a fréquentés après qu'ils l'ont prise en autostop et a même travaillé pour eux comme nounou pendant quelque temps. Mais à la suite d'un incident atroce, elle décide de porter plainte contre eux. Ils l'ont invitée à revenir chez eux. Alors qu'ils étaient en voiture, Fred et Rose l'ont agressée. Puis, une fois arrivés chez eux, ils l'ont ligotée, l'ont violentée et ont abusé d'elle sexuellement. Elle a réussi à s'enfuir et en a parlé à sa mère, qui a contacté la police. Fred et Rose ont été arrêtés pour viol et plusieurs chefs d'agression sexuelle. Mais à l'époque, Caroline a peur d'affronter les West au cours d'un procès et a honte de ce qui lui est arrivé. Les West sont condamnés pour gestes indécents plutôt que pour viol et reçoivent une amende de 100 livres. Mais à la lumière de ces informations, la police peut relier Rose au crime et au cadavre de Cromwell Street. On tenait la preuve qu'elle était capable d'avoir une sexualité agressive. Et les détails des violences qu'on nous a rapportés avaient beaucoup de similarités. Les ligatures, les bâillons étaient très similaires, sinon identiques aux matériaux qu'on avait pu retrouver sur les cadavres. Cette affaire reposait bien plus sur les récits des gens, ce que les survivants racontaient, que sur ce que la pathologie nous révélait.
Ils ont pu nous dire des choses dont les corps étaient totalement incapables de révéler. Ces récits ont bien plus compté dans cette affaire que les découvertes physiques des pathologistes. Le 4 mars 1994, la police entame les recherches à l'intérieur de la maison. Ils pensent qu'ils pourront trouver d'autres corps dans l'obscurité de la cave. Le même jour, quand Fred West est mis au courant au commissariat de Gloucester, il fait un aveu incroyable dans une note manuscrite qu'il remet aux policiers. On peut y lire « Moi, Frederick West, autorise mon avocat Howard Ogden à informer le commissaire Bennett que je souhaite reconnaître environ 9 meurtres supplémentaires, notamment Charmaine, Rina, Linda Goff et d'autres restant à identifier. Signé F. West. » Vous vous rendez compte? Ça défie l'entendement. Il n'était pas assis face à un monstre, un homme très costaud, capable de tuer à main nue. C'était un petit bonhomme de rien du tout, qui venait d'avouer 9 meurtres. C'est à ce moment que les policiers ont compris pour la première fois qu'ils avaient affaire à quelqu'un de profondément maléfique. On a ramené Fred à la maison et il nous a indiqué où certains corps avaient été enterrés, surtout dans la zone de la cave. Nous avons ensuite procédé à une fouille méthodique de toute la propriété. Fred continuait de nous dire que Rose n'était pas impliquée dans ces affaires. Il tentait par tous les moyens de la laisser en dehors de tout ça. Fred s'est accusé de tout. Ils ont passé un accord. Elle devait le soutenir et lui rendre visite. Il espérait sortir après quelques années. Mais dès que Rose a appris qu'il avait avoué les meurtres, elle l'a laissé tomber. C'était fini. Elle ne lui a plus jamais parlé. Et elle a refusé d'avoir le moindre contact avec lui. Le 5 mars 1994, les médias du monde entier ont les yeux pointés sur la maison de Fred et Rose West à Gloucester. La police a exhumé 3 corps de leur jardin, ceux de leur fille Heather, de Shirley Robinson, la maîtresse enceinte de Fred, et d'Alison Chambers, une adolescente disparue. Les enquêteurs transfèrent leurs recherches à l'intérieur de la maison et commencent à creuser dans la cave du 25 Cromwell Street. On a commencé à creuser dans la cave. Ce n'était pas une mince affaire. On devait être très prudent pour retrouver les corps. Le premier jour, on a trouvé les restes humains de 2 personnes. Ceux de Thérèse Siegenthaler et ceux de Shirley Hubbard. Les médecins légistes en sont persuadés. Tout a été fait pour dissimuler l'identité des filles assassinées. L'un des points communs entre les victimes de Fred et Rose était qu'on leur avait coupé les doigts et les orteils. On peut imaginer un certain nombre de raisons à cela. La cruauté, par exemple. Mais bien sûr, la plupart des gens savent que les empreintes digitales sont un très bon moyen d'identifier une personne. Les faire disparaître, surtout dans les années 60, 70 ou 80, avant le développement des analyses ADN, était une façon de limiter les chances d'identification. Ça a été une de nos plus grandes difficultés sur cette enquête. Tenter d'identifier les restes humains, en particulier ceux de Thérèse, parce qu'on n'avait aucune preuve qu'elle était venue dans le Gloucestershire. Mais on a pu, grâce à la police nationale du Grand Londres et son service des disparus, établir une liste des victimes potentielles. Puis, grâce au travail des médecins légistes, on a été en mesure d'identifier ces ossements. Pendant que la police continue de creuser la cave, des agents escortent Fred dans un champ près de son village natal de Much Markel. D'après ses dires, ils y trouveront le corps de sa première femme, Rina, qu'on n'a plus vue depuis 1971, un an après que Fred et Rose se sont installés ensemble. Rina et Fred ont été mariés 9 ans durant, mais sa disparition n'a jamais été signalée. On l'a emmené dans la campagne et il a désigné un champ près d'une bordure de haies. Il a dit que c'était là qu'il avait enterré Rina Costello. Les victimes sont maintenant au nombre de 6 et dans la cave de Cromwell Street, on exhume de nouveaux corps. Juanita Mott, une ancienne locataire de la maison disparue de 1975, et Carol Cooper, disparue après une sortie au cinéma en 1973. Ainsi que 2 noms bien connus de la police, Lucy Partington et enterrée sous la baignoire, Linda Goff.
Ces jeunes femmes ont vécu une tragédie. Tous les meurtres sont tragiques pour les victimes et leurs familles, mais c'est l'ampleur de cette affaire qui a attiré l'attention des médias. Il est quasiment incompréhensible qu'un couple puisse enlever des jeunes femmes, les attirer chez lui, pour ensuite abuser d'elles sexuellement et les tuer. À une échelle pareille, c'est quasiment inimaginable. Le 8 mars 1994, moins de 2 semaines après le début de leur recherche à Cromwell Street, la police a déjà retrouvé 10 victimes. La plupart sont enterrées depuis 20 ans, quand Fred et Rose étaient à leur époque la plus prolifique. Au-delà de l'aspect sexuel de ces meurtres, c'était une façon pour eux d'être encore plus proches. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Disons qu'ils s'isolaient de plus en plus du reste du monde. Ils étaient les seuls à pouvoir comprendre ce qu'ils faisaient. C'est le genre de cas où l'on parle de folie à deux, une psychose partagée. Et ça a certainement renforcé leur relation. Pour lui, ces filles n'étaient que des objets sexuels. Elles ne valaient pas mieux que des poupées. C'est une pensée glaçante, mais c'est une humanité qu'il n'avait pas en lui. Il était totalement incapable de la moindre conscience ou du moindre remords. Et il a fait tout ça avec l'aide de Rose. La seule pensée de voir une jeune femme pendue par les mains dans la cave avec un crochet, et Fred et Rose ont pu abuser d'elle à leur guise pendant plusieurs jours. Ça défie l'entendement. C'est atroce. 9 corps ont maintenant été exhumés à Cromwell Street. Et un de plus, celui de Rena West, la première femme de Fred, dans un champ près de Muchmarkel. Mais Fred n'a pas encore terminé. S'il n'admet pas l'avoir tuée, il déclare à la police qu'il a l'impression qu'Anne McFall, une amie de Rena, pourrait elle aussi être enterrée dans un champ voisin. Elle serait la première victime de Fred, tuée en 1967, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Comme après chacun de ces meurtres, il avait démembré les corps avant de les enterrer. Il pouvait donc creuser un trou en forme de tube dans lequel le corps était compressé. La tête et le torse d'un côté et les bras et jambes séparés, enterrés à côté dans un trou plus petit. Ça compliquait grandement la recherche des corps. Le problème avec le corps d'Anne McFall, c'est que le terrain avait été réaménagé. On avait ajouté une nouvelle couche de terre. Quand on cherche des restes humains, on ne peut pas faire venir une pelleteuse et tout retourner. On avance pelleté après pelleté, qu'on tamise à chaque fois. On a dû creuser un trou de la superficie d'une piscine olympique. On avait quasiment perdu tout espoir de retrouver le corps. On s'est fixé une date butoir. Si on n'arrivait pas à trouver le corps à telle date, on s'arrêtait. Mais par chance, quelques jours avant cette date, on a retrouvé des os, puis le reste du corps. Au cours des 2 mois de recherche du corps d'Anne McFall, Rose West a été arrêtée et inculpée pour meurtre. Pour chaque victime, elle clame son innocence. La police ne dispose que de preuves indirectes et les avocats de la défense pensent qu'elle n'a pas assez d'éléments pour la relier au meurtre. Rose West a affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Mais la Cour s'appuyait sur les déclarations de plusieurs personnes qui l'accusaient d'être impliquée dans un cas d'enlèvement et d'agression sexuelle. Mais ça ne fait pas tout. Que sait-on au juste sur les meurtres ? Au cours de ces interrogatoires, Fred en avait assumé l'entière responsabilité et dit que Rose n'avait rien à voir dans tout ça. Alors le dossier contre Rose était-il solide ? Elle niait tout en bloc. Quelle preuve avait-il de son implication ? La police continue ses recherches sur Cromwell Street, mais s'intéresse également à une deuxième adresse, le 25 Midland Road, la première maison qu'ont partagée Fred et Rose à Gloucester. Les enquêteurs pensent que le corps de Charmaine West, la belle-fille de Fred issue de son premier mariage avec Rena, se trouve quelque part dans la maison ou dans le jardin. Ils entament une recherche approfondie. Quand Charmaine est morte, elle vivait au 25 Midland Road. Plus tard, Fred et Rose ont déménagé de cette maison. On s'y est rendu et en creusant sous le sol de la cuisine, on a retrouvé le corps de Charmaine.
Personne n'a plus vu Charmaine depuis qu'elle avait 8 ans en 1971 et elle n'a pas été déclarée disparue. La même année, Fred passait 9 mois en prison pour des délits routiers et pour avoir volé son employeur de l'époque. La police est convaincue de progresser enfin. Ils sont persuadés que Charmaine a dû être tuée par Rose pendant le séjour de Fred en prison. Rose était jalouse de Charmaine, qui était une petite fille radieuse. Rose se rendait bien compte qu'elle avait de l'importance, et ça ne lui plaisait pas. Sa petite sœur savait se tenir tranquille et ne pas contrarier Rose. Mais Charmaine était une petite fille très énergique. Le mode opératoire était quelque peu différent. Pour les autres meurtres, on s'imagine Fred opérer avec, en quelque sorte, la précision et la routine d'un artisan. Il coupait les membres et la tête et creusait un trou dans le sol pour les y enterrer. Pour Charmaine, c'était différent. Mais Fred a quand même été inculpé pour son meurtre, bien qu'il y ait eu des doutes liés au fait qu'il pouvait se trouver en prison. Les conditions réelles de la mort de Charmaine sont toujours restées troubles, notamment quant à son âge et à la date de sa mort. Le procès tant attendu se profile et la police doit prouver que Rose West est tout aussi coupable que son mari Fred. Mais rapidement, l'affaire va prendre un tour nouveau. En décembre 1994, 10 mois après que la police a entamé ses recherches d'Heather West, elle a déjà déterré les corps de 12 jeunes femmes dans Gloucester. Fred West est considéré comme coupable de toutes ces morts et la police tente désespérément de prouver que sa femme Rose est impliquée dans 10 d'entre eux. Tous deux ont été arrêtés, inculpés et attendent leur procès. Mais le 1er janvier 1995, Fred West emporte tous ses secrets dans sa tombe. Fred était en détention provisoire à la prison de Winson Green à Birmingham. Le 1er janvier 1995, il a été retrouvé mort dans sa cellule, pendu. L'enquête a déterminé qu'il s'était suicidé. Fred West a toujours été un homme rusé. Il a planifié son suicide avec autant de soin qu'il a caché tous ses corps. Il a amadoué les surveillants pour leur faire croire qu'il était en sécurité, qu'il ne pouvait faire de mal à personne et serait très heureux de collaborer à la moindre de leurs requêtes. C'est ce qu'il a fait. Il a demandé à repriser des chemises. Ne vous en faites pas, donnez-moi de quoi m'occuper, un passe-temps, en attendant mon procès. Et de manière minutieuse, sur plusieurs semaines, il s'est fabriqué une corde à partir de morceaux de sa couverture et de certaines chemises. Avec beaucoup de soin. Il avait décidé qu'il n'assisterait pas à son procès et qu'il n'avouerait jamais tous ses crimes et jusqu'où il était allé. Rose a totalement pris le contrôle de Fred, j'en suis convaincu. Elle a été très claire. Elle ne voulait plus rien savoir de lui, elle l'a ignoré pendant sa détention. Mais à part sa relation avec Rose, il n'avait aucune empathie pour personne. Les gens étaient des objets dont il pouvait se servir à sa guise. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il est passé aux aveux, on a retrouvé des corps et le destin tragique de ses victimes a été dévoilé. Pour ceux qui connaissent les West, c'est un nouveau rebondissement dans une affaire qui a commencé il y a 10 mois. Pour citer un de leurs voisins, si Frederick West s'est bien tué, alors c'est presque la meilleure solution qu'un homme responsable d'autant de morts finisse par se tuer lui-même. Le suicide de Fred est un très gros problème pour la police. Le procès tout entier risque de s'effondrer. À la mort de Fred, on avait peur que la presse considère que l'affaire était terminée et qu'ainsi on ne pourrait plus communiquer d'informations à ce sujet. Ça aurait été désastreux pour nous car ça aurait compromis le procès de Rose West. La police désespère. Fred avait avoué 11 des meurtres, mais Rose a toujours clamé son innocence. Faute de preuves concrètes, Rose West pourrait très bien ne jamais être condamnée pour meurtre. La Cour va devoir réévaluer toute l'affaire et décider ce qu'elle en fera.
Personnellement, j'espère qu'elle abandonnera les poursuites. Je pensais que l'abandon des poursuites était envisageable. Un certain nombre d'éminents observateurs pensaient que ce serait le cas. Mais le bureau du procureur voyait les choses différemment. Ils ont même renforcé l'accusation contre Rose. Ils y ont ajouté le meurtre de Charmaine, pour lequel elle n'était jusqu'alors accusée que de complicité. J'ai trouvé ça très étrange. Rose pensait également que l'accusation s'effondrerait, mais ce n'a pas été le cas. L'accusation va devoir prouver que Rose est la seule responsable de la mort de sa belle-fille Charmaine. Ils font appel à un odontologue légiste, le professeur David Whittaker. J'ignore comment, mais la police a fait une découverte brillante. Un certain journal à diffusion nationale avait acquis une série de négatifs, des négatifs professionnels de grand format. On pouvait y voir avec une précision incroyable certaines des dents de lait de Charmaine. J'ai ainsi pu les faire correspondre en utilisant notre technique de surimpression du visage. Elles correspondaient parfaitement, en termes d'angle, de position, de rainure, jusqu'au tranchant, tout correspondait à la perfection. Mais la position des dents avait changé. En calculant ce déplacement, il nous était alors possible de déterminer avec assez de précision le temps écoulé entre la date où la photo avait été prise, qui était inscrite sur les négatifs, et la date de la mort. Et si cette date correspondait à une période où Fred West se trouvait en prison, alors Madame West aurait bien des réponses à nous fournir. Le 3 octobre 1995, les médias du monde entier se pressent au tribunal de Winchester pour assister à l'un des procès les plus sensationnels des temps modernes. Le procès de Rose a attiré l'attention du monde entier. Il est très rare qu'une femme soit jugée pour 10 meurtres. J'y ai assisté du premier au dernier jour. C'était un événement extraordinaire. Dès le début du procès, Rose West plaide non coupable des 10 meurtres, les 9 filles retrouvées enterrées sur Cromwell Street et Charmaine. Mais les preuves qui l'accablent sont irréfutables. Au tribunal, face à Rosemary West, je disposais de toute la technologie disponible pour reproduire l'image de Charmaine. C'était quelque chose de très douloureux à faire. Mais le juge et l'accusation ont insisté pour que Madame West voie cette image se développer devant ses yeux. C'est à peu près la seule fois où elle a eu l'air un peu contrariée. Elle est arrivée à la barre avec un air de pervenche très énervé. Simplement vêtue, avec une allure lourde et très colérique. C'est un scandale, c'est Fred qui a tout fait, je n'ai rien à voir avec ça, je ne savais rien. C'est totalement impossible. Je n'ai pas pu tuer ma propre fille. Un tissu de mensonges. On a cette image de Rose West au tribunal. Une quadragénaire aux grandes lunettes, avec un air de ménagère mal habillée. Mais ces meurtres avaient eu lieu bien avant. Elle était très jeune quand elle les a commis. C'était une tueuse en série adolescente. Elle a commis 3 meurtres avant d'avoir 20 ans, et la plupart ont eu lieu avant ses 26 ans. Les preuves fournies par le professeur Whittaker convainquent le jury que Rosemary West est coupable des 10 meurtres. Il a pu dire, et ça a convaincu le jury, qu'il pouvait donner l'âge à quelques jours près de l'enfant au moment de son meurtre. Et on pouvait prouver que Fred se trouvait en prison à ce moment-là, et qu'il ne pouvait donc pas avoir tué Charmaine du fait de son absence. Il se trouvait en prison. Le procès ne s'est pas très bien passé pour Rose. Le jury a délibéré assez longtemps. Ça n'a pas été une décision hâtive, ils ont pris plusieurs heures. Ils ont réfléchi à tout en détail. Et à leur retour, ils étaient assez unanimes sur toute la ligne. Ça a été un gros échec pour Rose. Rose a accueilli les premiers verdicts de culpabilité sans sourciller, sans montrer d'émotion. Elle est restée debout. Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, pas de hurlements.
Aucun signe d'une quelconque émotion. J'ai eu cette sensation prégnante de me trouver face à une femme qui avait perdu tout contact avec l'humanité. Au moment de la sentence, le juge Mantel recommande que Rose West ne soit jamais remise en liberté. Elle est immédiatement ramenée à la prison d'Holloway. Rose ne m'a jamais rien avoué. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a déjà avoué quelque chose à quelqu'un, mais à moi, non. Je dirais que, de manière tacite et à divers moments, elle m'a donné l'impression, avec le recul, de savoir que sous le sol de Cromwell Street se cachait un certain nombre de secrets. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'elle avait tué des gens. Mais la nature de l'affaire fait que tout ça était très indirect. À 450 km de Gloucester, Rosemary West est en route pour la prison où elle passera le restant de ses jours. Aujourd'hui, Rose West purge une peine d'emprisonnement à vie à la prison de Low Newton, à Durham. En 1996, un an après que le 25 Cromwell Street a livré ses derniers secrets, la maison est démolie. À sa place, on a construit une allée piétonne. Mais rien ne pourra effacer la douleur du souvenir de Fred et Rose West et leur maison des horreurs. C'est un cas assez unique dans ma carrière et pourtant, en tant qu'inspecteur, j'enquête sur des meurtres depuis les années 60. Mais là, c'est d'une toute autre ampleur. Et en termes de complexité, c'est également assez unique dans l'histoire de la criminalité. Toutes ces jeunes femmes avaient leur vie devant elles. Et elles ont été fauchées par la brutalité et l'égoïsme de Fred et Rose. À aucun moment, je n'ai douté que Frederick West soit un homme profondément mauvais. Il est né ainsi. Il n'a jamais pensé qu'à lui-même. C'était un psychopathe et un sociopathe. Il ne se préoccupait de rien ni personne à part lui-même. Mais il a trouvé en Rose la parfaite apprentie sorcière. On se demande souvent une chose à propos des couples de tueurs en série. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, seraient-ils passés à l'acte? On sait que Fred avait déjà commis un meurtre avant de rencontrer Rose. Je pense qu'il aurait recommencé. Quant à Rose, je pense qu'elle aurait trouvé le moyen de blesser d'autres personnes, que ce soit au niveau émotionnel, financier, de manière non physique. Mais le fait d'avoir rencontré Fred lui a ouvert la porte à une nouvelle façon de blesser les gens, à une nouvelle violence. Je n'ai jamais douté du fait que Fred et Rose ont commis bien plus que 12 meurtres. J'ai toujours pensé qu'il y avait d'autres victimes, enterrées ou cachées à d'autres endroits. Mais la police de Gloucester ne peut pas creuser tout le comté du Gloucestershire pour retrouver d'autres victimes. Il restera toujours des doutes quant à d'éventuelles autres victimes de Fred et Rose. L'écho de leurs crimes continue de résonner dans le monde, aujourd'hui encore. Leur dépravation totale et la terreur qu'ont dû ressentir leurs victimes gravent en nous le souvenir de ces monstres et de leur maison des horreurs.